Salut, Clark pour Rivière Romandie. Aujourd'hui, j'ai la e-Golf 2019 en prêt pour la journée. On va faire quelques tests avec. Au niveau des spécifications de la e-Golf, on a une batterie qui est de 35,8 kWh. C'est moins du double de ma Renault Zoé, puisque la voiture est un peu plus efficace et a une batterie qui est presque le double, donc on peut compter à peu près 200 km probablement d'autonomie. Vu qu'avec ma Renault Zoé, je peux faire mes besoins de tous les jours, je pense que cette voiture n'aura aucun problème à faire ça. Donc ce qui est intéressant, c'est de tester plutôt les voyages. Et il y en a une bonne occasion aujourd'hui, il y a le rallye du Chablais et notamment il y a une partie électrique que je comptais aller voir. Donc c'est l'occasion, on va prendre la Golf électrique et on va faire le trajet jusque là-bas, donc c'est vers Montreux. Et puis du coup on va devoir recharger, ça va permettre de tester la recharge en courant continu. Et on va voir à quel point c'est adapté pour faire ce voyage. La dernière chose à faire avant de partir, c'est de vérifier qu'on aura assez d'autonomie pour aller jusque là-bas. Donc j'ai déjà regardé l'itinéraire via EB de Route Planeur. Il me proposait le chargeur GoFast de Rossan, qui est un peu après Fribourg. Ça semble être le meilleur compromis, il y a environ 130 km jusque là, puis après encore une centaine de kilomètres jusqu'à notre destination. Donc on va faire le plein, manger, et on devrait avoir entre 150 et 200 km, ce qui nous fera une bonne marge pour atteindre le chargeur rapide à Rossan. Voilà, nous avons atteint notre première étape, donc le chargeur de Rossan, où j'étais pas encore venu. Ici on charge en CCS. J'étais pas sûr de la puissance de recharge de la voiture, si c'était 40 ou 50 kW, mais actuellement on a l'air de charger assez régulièrement à 39,2 kW, donc je pense que c'est bien un chargeur 40 kW en courant continu sur cette voiture. Du coup on va attendre presque une demi-heure ici pour recharger 50%. Quelque chose que je n'avais pas encore entendu à Porrentruy, c'est que le chargeur qui est là-dedans, on l'entend ici, il ventile fort. Évidemment, moi je charge en courant alternatif à Porrentruy au chargeur GoFast, alors le chargeur qui est d'ici dedans n'a rien à faire quand on charge en courant alternatif. Par contre, quand on charge en courant continu, c'est le chargeur qui est ici dedans qui transforme le courant et la voiture, elle n'a plus qu'à l'accepter dans la batterie sans rien faire d'autre. Donc là, on a le chargeur qui tourne à plein régime, semble-t-il. Ça chauffe ici. Quelque chose que je n'avais pas encore vu sur les chargeurs ici, c'est quand un chargeur n'est pas disponible, il y a un petit sablier qui apparaît, puis ici il me dit que la fiche est inutilisable. Bon, aucune raison pourquoi, hein, c'est la fiche type 2. Je ne sais pas pourquoi elle ne serait pas utilisable, mais voilà, c'est comme ça que ça indique. D'abord, je pensais que j'avais un problème avec ma charge parce que j'ai vu ça une fois qu'on ait branché la voiture. Mais en fait, c'est parce qu'il avait switché l'écran automatiquement. La voiture, la Golf, elle est branchée de l'autre côté. Puis ici, on peut effectivement aller revoir les specs.
Un truc intéressant avec la e-Golf, que d'autres personnes qui ont testé la voiture ont relevé, c'est qu'il n'y a aucun moyen d'obtenir le pourcentage de batterie dans la voiture. Il y a une jauge avec une barre, mais on ne sait pas trop si c'est 50, 55, on ne peut pas vraiment dire. Le seul moyen fiable, c'est d'aller sur une borne rapide, et la borne rapide, la voiture lui donne l'information de l'état de la charge, et là on voit ça. GoFast, c'est des malins parce qu'on voit il y a actuellement 2 places de recharge ici avec la station standard Espresso and Charge. Mais on peut voir que de ce côté, il y a également une plateforme en béton qui a déjà été installée avec exactement la même forme. Donc je suppose qu'ils ont pris de l'avance, ils ont déjà peut-être tiré le câblage. Et puis dans le cas où ça fonctionnera bien, je pense qu'ils récupéreront ces 2 places ici et puis installeront un autre chargeur identique GoFast. Comme à certains endroits, il y a déjà 2 chargeurs comme ça côte à côte. Si je vais appeler cette vidéo un review, il faut bien que je vous montre quelques fonctionnalités de la voiture. Alors on va jeter un coup d'œil au coffre puisque on n'a rien d'autre à faire pendant que ça charge. Finalement, comparé à la Renault Zoé, je ne suis pas sûr que le coffre soit beaucoup plus grand. On a pas mal de choses. Les sièges ici sont en 1/3, 2/3. Et puis comme avec la plupart des véhicules électriques, on a évidemment une petite trappe secrète, mais elle n'est pas si profonde. Puis ici, on a les chargeurs, enfin le câble rallonge et puis le chargeur pour domicile, mais bon, nous on n'en a pas besoin pour ce voyage. Je vois que le garage nous a même laissé la fiche indicative. Quand on est parti de Delémont, on avait environ 40 km de marge, puis on a remarqué qu'on est arrivé avec à peine 20 km de marge au chargeur finalement. Il se trouve qu'on n'est pas vraiment regardé la moyenne officielle, donc la moyenne officielle c'est 13,2 kWh au 100 km, donc c'est quand même relativement bien économe. Les autres reviews que j'ai vues de la voiture, ils étaient assez contents de la moyenne. Puis là on a une moyenne d'environ 14 kWh au 100 km, donc comparé à ma Renault Zoé qui fait facilement 20, 22, voire encore plus sur l'autoroute, il y a une sacrée amélioration. Du coup, on ne sait pas la vitesse de recharge parce que ce n'est pas important d'après les constructeurs. Je me demandais si la charge rapide c'était facultatif dans le passé, mais je crois que c'est plus le cas maintenant. Je crois que la charge rapide est inclus de base. Il y a un pack sécurité, comme si ça ne devait pas faire partie de la voiture par défaut. Pour ceux qui se demandent, le modèle qu'on conduit aujourd'hui semble être vendu à 49 000 francs 810. Can you hear my voice? Coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me. Maintenant que je suis dans le siège passager, je peux plus facilement vous faire des commentaires pour le système multimédia puis les contrôles ici. Donc on a actuellement le GPS mis pour se rendre aux avant, là où on va tenter d'aller voir le rallye, si on n'arrive pas trop tard. Il y a quand même un sacré nombre d'icônes, il ne faut pas confondre le temps prévu pour l'arrivée du trajet avec l'heure actuelle. Il y a aussi une icône de batterie, mais c'est l'icône de batterie du téléphone qui est en train actuellement de diffuser de la musique. Il y a des icônes pour les coups de fil, etc. Le son ici, il est coupé. On a les contrôles de volume ici. Et puis aussi depuis le volant. Le GPS en lui-même semble assez bien fonctionner. C'est beaucoup mieux quand on regarde sur l'écran du conducteur. S'il y a un virage qui approche, c'est là qu'on va voir ce qui se passe. Oh, on a des modes dans le GPS alors. Ah, la vue avec l'autonomie, pas mal. C'est même intéressant, il nous propose une aire de repos qu'on n'a pas besoin d'utiliser, mais alerte d'autonomie destination, ok. On peut avoir une alerte si on ne peut plus rentrer chez soi. Fournisseur de recharge favori, intéressant. Je ne sais pas à quel point c'est à jour ces cartes parce que ça ne doit pas être synchronisé avec Internet, mais dans la liste des fournisseurs de recharge, il n'y a pas l'air d'avoir GoFast par exemple, ni Swiss Charge. La station à laquelle on vient de charger d'ailleurs n'était pas dans le GPS. Bon, c'est une nouvelle station, mais quand même, idéalement, on aimerait bien un truc en temps réel pour les stations de recharge. Information sur la version. C'est des cartes 2018-2019, donc je pense qu'il ne faut pas trop compter pour que ce soit super à jour. Mise à jour en ligne. Ah, mais c'est nouveau. On doit pouvoir connecter la voiture à Internet, mais on dirait que le garage ne l'a pas fait, donc on n'a pas accès aux fonctions qui sont connectées à Internet. Calling out Mayday. Calling out Mayday. On est finalement arrivé aux avant et on va aller regarder la course. Un crash parce qu'ils sont pas. Ouais. Ah, lui il va un peu plus.
évidemment. On est arrivé avec un peu de retard, mais finalement les voitures électriques ça n'avait pas encore commencé, donc on a même pu voir un petit bout du rallye normal et puis on a vu passer les véhicules électriques. Il y aura une vidéo séparée sur ma chaîne avec juste les petits clips. Maintenant on va tenter de reprendre la Golf et puis d'aller voir si on arrive à voir le parking où sont parqués tous les véhicules du rallye, en particulier du e-rally. It's so dark out here in space. And it's been so long since I've seen a face. My eyes are shut but I can see the void between you and me. And I feel like I'm going insane. Help me, is anybody there? Save me, I'm running out of air. Calling out Mayday. Calling out Mayday. Nous voici arrivés au restoroute de la Gruyère. Ici on a deux chargeurs Move qui ont les mêmes types de connectiques que le chargeur qu'on était à l'aller, mais afin de faire un peu de changement et puis de ne pas charger au même endroit, on a décidé de s'arrêter ici. Ressens c'est genre 5 ou 10 km plus loin sur l'autoroute. Ici, ben, on a l'avantage d'avoir le restoroute, mais évidemment il y a un désavantage, c'est que les chargeurs sont moins rapides si vous avez un véhicule qui peut charger plus rapidement. Si vous avez une Tesla, le chargeur qu'on a utilisé à l'aller serait mieux parce qu'il peut aller jusqu'à 150 kW. Ceux-ci, ils peuvent aller que jusqu'à 50 kW en courant continu. Mais pour nous, ça ne nous change rien parce que la voiture n'accepte que 40 kW, donc un chargeur ou l'autre, ça ne va rien changer. Voilà, on va attendre de retourner à 70 ou 80% de charge et puis on va retourner vers le Jura. Nous voici de retour. Donc bon, je filme ça le lendemain parce qu'on n'a plus très envie de filmer encore hier soir quand on est arrivé après 8 h du soir. Pour récapituler les arrêts qu'on a fait, finalement le trajet devait durer 2 heures dans chaque sens. Et on s'est à chaque fois arrêté pour charger un chargeur rapide. On s'est arrêté la première fois 30 minutes, la seconde fois 40 minutes environ. On n'a pas besoin d'autant de marge, donc on aurait pu faire des arrêts de seulement 20 minutes. Donc ça va encore pour les 2 heures de trajet, 20 minutes d'arrêt pour se dégourdir les jambes de toute façon. Et puis pendant ce temps, la voiture, elle charge. Au niveau de l'expérience avec la voiture, c'était la première fois que moi et mon frère conduisions la e-Golf. On est assez d'avis que c'est une très bonne voiture, mais il n'y a rien d'exceptionnel et en termes de véhicule électrique, il y a quelques fonctionnalités qui semblent un peu manquer. Pour faire le tour de quelques points qu'on a relevés,
Par exemple, la voiture, on peut choisir entre différents modes de régène. Et on a également un mode B qui, je pense, est pour une espèce d'engine braking. Mais je ne comprends pas pourquoi les marques se donnent autant de temps à faire un système pour changer la quantité de régène, alors que ce que moi et mon frère préférons, c'est vraiment le one pedal driving. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on la met en B et on a tout le temps la régène maximale dès qu'on relève l'accélérateur. Et puis, moi, je trouve que c'est comme ça le plus agréable à conduire. Ça ne sert à rien, ces niveaux de régène. Il faut toujours presser sur le frein quand même. En B, on arrive à plus ou moins conduire avec l'accélérateur. Par contre, quand on veut s'arrêter, si on arrive à 80 et qu'il y a un rond-point, là, elle ne va pas réussir à freiner toute seule. Il va falloir aussi presser un peu le frein. Ce qui est un peu dommage en termes de véhicules électriques, c'est qu'il y a plein d'informations qu'on n'a pas. Donc par exemple, on ne peut pas voir le pourcentage de la batterie. On est obligé de regarder sur un chargeur pour savoir ça. Sinon, il y a juste le graphique avec la barre, mais on ne sait pas exactement où on en est. On a des kilomètres estimés, mais nous, à l'aller, on a brûlé plus de kilomètres que ce qu'ils nous estimaient qu'on pourrait faire. Donc ce n'était pas très utile, l'indicateur de kilomètres en termes de remplissage de la batterie. C'est aussi dommage qu'il n'y ait aucun moyen de voir les kilowatts actuellement consommés ou bien la consommation moyenne instantanée. Sur ma Renault Zoé, par exemple, je peux voir qu'actuellement, j'ai un moteur 70 kW, je peux voir que j'ai 50 kW consommés. Ici, le moteur est censé être 100 kW et puis il y a un graphique qui va de 0 à 100 sur le tableau de bord. On peut tenter d'estimer, je pense que ce sont bien les kilowatts. Je pense que la moitié, ça doit être 50 kW du coup. Mais la valeur n'est nulle part. Tout ce qu'on a, c'est la moyenne du trajet à la fin. Au niveau de ces moyennes, c'est intéressant de voir, j'avais vu sur internet que certaines personnes avaient dit que c'était une voiture très efficace. Et effectivement, ça a l'air pas mal puisque la moyenne officielle qu'il donne est autour de 13 kWh au 100 km. Dans notre cas, on a réussi à atteindre à peu près 14 kWh au 100 km tout le long du trajet. Mais on n'a pas atteint exactement le chiffre officiel. Mais en même temps, le chiffre officiel, il ne doit pas contenir autant d'autoroutes que ce qu'on a fait. Au niveau des autres fonctionnalités, on a testé du coup le GPS. Alors la visualisation du GPS est très bien pour voir le trajet, il est affiché sur le tableau de bord devant, il est aussi affiché sur le côté si on garde l'écran du GPS. C'est un peu bizarre quand on doit choisir un itinéraire parce qu'il nous propose toujours 3 itinéraires, il nous propose le plus court en distance, le plus court en temps et puis le plus économe en électricité. C'est pas toujours simple de voir lequel est quoi. Quand on veut saisir une adresse, c'est de nouveau l'enfer. C'est GPS où il faut taper ville, rue, numéro. C'est pas vraiment dans l'air du temps, moi je trouve. Par exemple, on voulait aller voir autour du Casino Barrière à Montreux. Sur Google, je taperais Casino Barrière. Mais là, il n'y a aucun moyen de taper Casino Barrière. Je vais ouvrir Google, aller trouver l'adresse du casino, puis taper l'adresse dans le GPS. Après, le GPS, il est encore bizarre parce que c'est comme dans les bornes pour commander des billets au CFF. On presse les lettres, puis au fur et à mesure, ça grise les lettres qui sont plus possibles. Si le nom de rue n'existe pas, tout à coup, on se retrouve, il n'y a plus aucune lettre qu'on peut sélectionner. Il faut tout effacer, puis recommencer en essayant autre chose. Si par exemple, on tape le début d'un nom de rue, puis qu'il ne reste plus que 2 rues possibles, au lieu de garder l'écran avec le texte, il passe à une vue où il y a la liste des endroits. Mais si on est en train de taper, ça switch l'écran, puis tout à coup, on clique n'importe où. On a aussi essayé la commande vocale. C'était naviguer vers route de Montena 7, Ressent. Un moment, s'il vous plaît. Voulez-vous dire Montet, route de Moudon 57? Non. Naviguer vers 1728 Ressent. Si ça marche pas, on va lancer Veuillez patienter. Voulez-vous dire police? Inutile, on pourrait dire. Ça n'a jamais fonctionné. Toutes les adresses qu'on a essayé d'entrer par commande vocale, il nous a trouvé n'importe quoi. La moitié du temps, il ouvre même pas le GPS, il commence à composer un numéro de téléphone. Au niveau du système multimédia, j'ai déjà parlé du GPS puis de la commande vocale. Je trouve les menus sont très bizarres. Je sais jamais où il faut aller pour quoi faire. On peut aller dans menu réglages et il y a certains réglages, mais sinon il faut aller dans menu voiture réglages. Je suis un mal fou à trouver des informations sur l'état de la recharge ou l'état de la batterie, les statistiques. Bon, rien d'innovant dans le tempomat. Même au contraire, c'est le pire tempomat que j'ai testé jusqu'à maintenant, j'ai l'impression, parce qu'on ne peut que faire plus ou moins 10 km/h une fois qu'il est défini. Il y a également une fonctionnalité de Lane Keep Assist. Celle-là, je l'ai trouvée encore pas mal. Dès qu'il détecte des lignes sur la route, la voiture se met à tenter de rester dans la ligne. Elle contrôle le volant. Donc l'idée, c'est très probablement pas d'enlever les mains du volant. J'ai pas eu trop de problèmes, même des gros virages. Je touchais le volant le moins possible pour le laisser conduire. Il a l'air d'avoir assez bien tenu les virages, donc moi je trouve que c'est une fonctionnalité intéressante. Voilà, c'était la journée de test en e-golf.
Merci au Garage Montavon pour m'avoir mis à disposition la voiture. Si vous avez d'autres questions sur mes tests, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Vous pouvez suivre Ivy Romandie sur Facebook ou Twitter et bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine!